Ok, imagine que je te propose une substance qui supprime immédiatement toute souffrance et tout malaise, et qui au contraire te procure une sensation immédiate et durable de bien-être, sans effet secondaire sur ta santé et sans accoutumance. Ça veut dire que tu peux la prendre en continu et être perpétuellement dans cet état de plaisir et de sérénité. Maintenant, imagine qu'en contrepartie, cette substance supprime ta capacité de penser de manière complexe, ainsi que celle de ressentir profondément les choses et rend même impossible tout questionnement existentiel. Alors je te pose la question, si cette substance existait bel et bien et que je te proposais d'en prendre, mais attends, pas pour quelques heures, non, si tu en prends, c'est pour tout le reste de ta vie. Une vie de plaisir continu sans détérioration de ta santé ni baisse de ton espérance de vie. Et tiens, cerise sur le gâteau, tu peux faire l'amour avec tout le monde. En tout cas, avec tous ceux qui ont pris cette substance, car c'est une source de plaisir après tout, et en l'absence de capacité à penser de manière complexe, personne ne crache sur une source de plaisir, tu ne penses pas? Alors je te repose la question. Accepterais-tu de prendre cette substance? Si tu acceptes, ta vie sera dénuée de souffrance, la peur de la mort ne t'affectera plus. Non, tout ça c'est fini. La seule chose que tu perdras en échange, et c'est rien je te jure, la seule chose que tu perdras c'est tout simplement ton humanité. On est en 1932 et alors que le petit moustachu s'apprête à devenir chancelier d'Allemagne, un Britannique du nom d'Aldous Huxley décide de plier son meilleur classique. Il publie un livre qui, bientôt un siècle plus tard, n'a pas encore fini de faire parler de lui. Loin de là, tu peux me croire. Ce livre, c'est le meilleur des mondes, et dans ce livre, plus ou moins tout le monde prend une drogue qu'on appelle le soma. Et tu l'as sûrement compris, cette drogue, c'est la substance que je t'ai décrite au début de la vidéo. Dans ce livre, la société est contrôlée par une oligarchie bien organisée qui distribue gratuitement ce soma au prolétariat. Ces derniers ont des conditions de vie éclatées et leur travail consiste en des tâches ennuyantes et extrêmement répétitives. Alors, quand l'État leur propose du soma, ils n'hésitent pas à en prendre, et de cette manière-là, leur cerveau se vide de toute pensée complexe, les empêchant de se rebeller contre l'oligarchie. Tout cela est donc le fruit d'un système dictatorial très bien pensé, tu l'as compris. Ok, maintenant je pourrais te dire que ce livre est intéressant et bizarrement très actuel, car même si l'État ne nous donne pas de soma, ça ne veut pas dire qu'il ne nous drogue pas. Dans notre société de consommation où la gratification instantanée est extrêmement facile d'accès, avec notamment la majorité des adolescents américains qui passent plus de 4 heures par jour à scroller sur les réseaux, à se faire pisser dans le cerveau par des chats, des culs, quelqu'un qui raconte sa vie, des vidéos satisfaisantes, puis encore des culs. Je pourrais aussi te dire que le site en orange et noir a reçu en 2019 100 milliards de visites, soit plus que Netflix, Amazon et Twitter réunis. Et que toute cette dopamine libérée fait les affaires de quelques milliardaires alors que le cortex préfrontal des jeunes est de plus en plus attaqué par cette surstimulation dopaminienne. Ce qui affecte notre capacité à émettre des jugements et aussi à être parfaitement conscient des conséquences de nos actes. Je pourrais te dire tout ça et j'aurais certainement raison. Mais si je me contente de te dire tout ça, je ne ferai qu'aller dans le sens de toutes les autres analyses qui ont été faites du meilleur des mondes et qui sont disponibles sur YouTube. Mais ce n'est pas mon but en fait, ce que je veux là tout de suite c'est que tu répondes sincèrement à la question du début de la vidéo. Est-ce que tu prends ce foutu soma? Oui ou non? Allez vas-y, réponds dans ta tête, je te jure que c'est vraiment important pour la suite de la vidéo. Ok parfait, maintenant que tu as répondu, je vais d'abord te dire ce que moi je pense de tout ça. Alors moi, personnellement, mon réflexe presque instinctif, c'est de refuser de prendre cette merde. Non, moi je veux pas de ça. Je préfère garder ma vie avec ses hauts et ses bas plutôt qu'une vie où je suis tout le temps bien mais où je ne peux plus penser par moi-même, où je ne peux plus être moi-même. Mais est-ce que c'est rationnel comme choix? Je veux dire, j'ai beau réfléchir, mais n'étant pas croyant, je ne vois pas d'autre utilité à la vie que d'être heureux, non? Alors, refuser un bonheur éternel sous prétexte que je veux conserver ma liberté de penser et mon identité, c'est irrationnel, non? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Le philosophe John Stuart Mill disait qu'il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait. Mais ça, tu vois, c'est typiquement humain comme raisonnement. Je veux dire, évidemment qu'un oiseau préfère être un porc satisfait qu'un oiseau insatisfait, car il s'en bat les couilles d'être un oiseau, tu vois. D'ailleurs, il se définit même pas comme ça, il se définit pas du tout en fait. Et finalement, est-ce qu'il aurait pas un petit peu raison? Quand on y réfléchit, c'est surtout nous les humains, en tout cas tous ceux qui sont comme moi et comme Mill et qui veulent pas prendre le soma, qui sommes irrationnels. On n'a rien à gagner à rester nous-mêmes, à avoir une identité au détriment d'un bonheur permanent. Est-ce que tu penses réellement que les animaux ont une identité? Bon ok, certains grands singes oui, et probablement d'autres animaux d'ailleurs, mais en fait, peu importe. Ce concept d'identité, il existe car on a atteint un certain niveau d'intelligence qui nous permet d'avoir une conscience. Et plus précisément, une conscience dite réflexive. Ça veut dire qu'on a conscience de notre existence, qu'on se reconnaît dans le miroir, qu'on sait que nous, c'est nous, que notre voisin c'est notre voisin et qu'on est deux corps et deux esprits totalement différents. Et cette conscience réflexive, elle est la cause de l'apparition de ce qu'on appelle l'identité.
Un truc factice qui n'existe pas réellement en tant que tel, car à vrai dire, ce qu'on pense être notre libre arbitre, cette chose si précieuse que l'on clame comme la spécificité des êtres humains, comme si les grands singes n'existaient pas et que juste parce qu'on a des cordes vocales développées, on peut se déclarer comme extérieur à l'animal. Alors même que certains singes ont un meilleur quotient intellectuel que certains hommes, mais bon bref, là je m'égare. Qu'est-ce que je disais? Oui, le libre arbitre. Il se trouve que des études ont prouvé que des signaux de prise de décision sont détectés dans notre cerveau avant qu'on ait intériorisé le fait qu'on s'apprête à prendre une quelconque décision. En fait, la petite voix dans ta tête qui te dit que tu devrais aller prendre ta douche par exemple, eh ben c'est pas la cause pour laquelle tu vas aller te doucher, mais bien la conséquence d'une décision que tu as prise sans t'en rendre compte. Tu as pris une décision inconsciemment et ensuite ta petite voix dans ta tête l'a traduit et non l'inverse. Alors peut-être que le libre arbitre c'est juste une histoire que l'on se raconte pour se rassurer, pour que l'identité qu'on s'est créée fasse sens. Car en l'absence de libre arbitre, le concept d'identité ne sert plus à rien. Et par extension, le concept même de la conscience nous paraît maintenant obsolète. Elle ne serait qu'en fait une illusion qui permettrait simplement d'améliorer l'efficacité de nos actions, comme une intelligence artificielle qui serait codée pour effectuer une action bien précise mais à qui on donnerait l'impression qu'elle le fait de son plein gré, en injectant une petite voix dans sa tête qui dicterait les actions qu'elle s'apprête à faire de manière déterminée tout en lui donnant l'impression qu'elle le fait de manière consciente. Bon, si tout ça c'est vrai, alors autant prendre ce foutu soma, non? Si nos décisions et nos actions sont en fait complètement déterminées, alors donne-moi une seule putain de raison de ne pas prendre cette drogue. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être que je t'ai fait changer d'avis avec mon histoire ou alors peut-être que je t'ai juste déprimé. Mais si c'est le cas, laisse-moi te remonter un petit peu le moral. Bon déjà, tout ce que je t'ai dit sur les études qui prouveraient que le libre arbitre n'existe pas, ça reste quand même contesté. Car ces études analysent uniquement des tâches simples comme appuyer sur un bouton de la main droite ou la main gauche. Et peut-être que ce n'est pas transposable à des décisions plus complexes et réfléchies ou à des réflexions existentielles par exemple. Et d'ailleurs, même s'il est évident que notre inconscient a une part prépondérante dans nos décisions, peut-être que finalement le libre arbitre c'est plus complexe que ça. Et on pourrait finalement le définir par l'interaction entre le conscient et l'inconscient. Mais attends, mais de quoi on parlait déjà? Ah oui, on parlait du soma, que c'était irrationnel de ne pas en prendre, car pourquoi refuser un bien-être éternel pour garder un semblant d'identité et de libre arbitre? Mais attends, en fait, c'est quoi le bien-être? C'est différent ou c'est la même chose que le bonheur? Et puis, le plaisir dans tout ça? En fait, à quoi est-ce que ça ressemble vraiment d'être toute sa vie sous l'effet du soma? Ok, dis-toi que la Terre tourne autour du Soleil à 107 km/h. Le système solaire lui-même tourne autour du centre de notre galaxie à environ 828 km/h. Et la Voie lactée n'est pas non plus en reste, car elle se déplace à environ 2,1 millions de km/h vers le grand attracteur, un endroit dans l'univers où il y a beaucoup de matière. Ça fait beaucoup de déplacements dans tous les sens, mais ni toi ni moi ne le ressentons. Bon, il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, l'espace est constitué de vide en quasi-totalité, donc il n'y a pas de friction. En plus de ça, quand notre galaxie ou le système solaire se déplace, tout se déplace avec elle, on n'a donc pas de repère fixe. Mais la raison principale, celle qui nous intéresse le plus, c'est la vitesse de déplacement qui est constante. La Terre tourne sur elle-même à 1670 km/h. Hier, elle tournait à 1670 km/h et demain, elle tournera à 1670 km/h, tu l'as compris. Alors voilà, pour ressentir une sensation de vitesse, il faut qu'il y ait du contraste. Le démarrage en avion, par exemple, c'est un des moments où tu ressens le plus la sensation de vitesse, étant donné que tu passes en quelques secondes de l'immobilisme à OMG, on va super vite, je vois déjà plus le sol. Et si le bonheur fonctionnait de la même manière, est-ce qu'on ne fonctionnerait pas finalement comme des avions, toi et moi? Mais je dis pas ça pour te draguer, petit avion de chasse que tu es. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que c'est possible d'être perpétuellement heureux sans passer par des moments même éphémères de tristesse ou au moins d'indifférence? Ok, imaginons que t'es quelqu'un qui réussit tout dans la vie. T'as de l'argent, de super amis, une vie de couple épanouissante, tu te trouves beau, drôle, intelligent. Bref, t'as un avion qui vole déjà très proche de sa vitesse maximum. Puis un jour, tu décides de poster une vidéo, disons sur YouTube par exemple, et bam, la vidéo tape 1 million de vues en 24 heures. Bon, tu seras très certainement content et ton avion qui volait déjà très vite prendra encore un peu de vitesse. Mais finalement, comme tout se passe déjà très bien dans ta vie, tu passeras très vite à autre chose. C'est comme si ton avion passait de 1200 à, disons, 1300 km/h. C'est une accélération assez forte pour que tu la ressentes, mais pas assez significative pour que ça change la vision de ton vol. Entre un avion qui vole à 1200 et 1300 km/h, je ne vois pas vraiment de réelle différence. À l'inverse, si t'es quelqu'un de très malheureux, pas d'amis, pas d'argent, ça fait plus d'1 an que t'es pas venu voir tes parents et tu regrettes, tu te trouves nul, moche et incapable de réussir quoi que ce soit, tu te considères comme un avion miteux aux ailes rouillées qui se rapproche dangereusement de l'eau, et tout à coup, tu trouves la motivation de poster la meilleure vidéo YouTube que tu puisses créer. Et comme dans l'autre version, tu réussis à faire 1 million de vues en 24 heures. Alors, tout à coup, la vision que tu as de toi va changer. Tu vas réaliser que tu es peut-être capable de réussir des choses finalement. Tu vas te dire que t'es peut-être finalement pas un bon à rien, alors tu vas redresser le cap et tu vas prendre de la vitesse droit vers les nuages. Dans ce second cas, cet événement qui est pourtant le même que tout à l'heure aura des conséquences tout autres, car tu ne pars pas du même point. Pour résumer, ce qu'on appelle être heureux, c'est peut-être simplement la résultante d'un contraste entre le bonheur et le malheur. D'ailleurs, des études ont montré qu'un tétraplégique et un gagnant au loto retrouvaient un niveau de bonheur à peu près équivalent 3 mois après l'événement déclencheur. Alors est-ce que le bonheur existe vraiment? C'est quoi être heureux si finalement en lissant dans le temps, tout le monde a le même niveau de bonheur?
Et du coup, si la quête du bonheur n'a pas de sens, alors à quoi ça sert de vivre? La vie, tout ça, c'est absurde, non? Bon, revenons sur notre soma. Si finalement le bonheur n'existe pas sans malheur, alors est-ce que cette drogue nous rendrait vraiment heureux? Bon, c'est une question un petit peu débile étant donné que le soma n'est pas une vraie drogue mais bien une substance créée par Huxley pour son livre. Mais j'ai fait quelques recherches et il se trouve que si on décide de surstimuler à l'infini ces récepteurs de dopamine, il se trouve que le cerveau s'adapte et réduit la production de ces récepteurs, ce qui diminuera progressivement le plaisir ressenti jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et d'ailleurs, tu n'as pas vraiment besoin de soma pour ça. Au risque de me répéter, le soma du 21e siècle, c'est toutes les formes de gratification instantanée avec le contenu court, le porno et tout le tralala. Tout ça, ça détruit tes récepteurs de dopamine, ce qui t'empêche d'apprécier un coucher de soleil et t'oblige à chercher du contenu toujours plus divertissant, voire toujours plus hard, pour que tu puisses à nouveau ressentir ce que tu ressentais par le passé. Je veux dire, quand j'étais plus jeune, je regardais des putains de let's play Minecraft de 50 épisodes sans aucun montage. Mais maintenant, j'en serais complètement incapable, j'aurais trop l'impression de perdre mon temps, et je suis sûr que c'est pareil pour toi, mais bref, revenons à nos moutons. Ok, pour pouvoir poursuivre notre expérience de pensée, on va considérer qu'il est possible d'éprouver un état de bien-être infini. On admettra que le soma stimule notre cerveau pour qu'il ne réduise pas notre nombre de récepteurs de dopamine. On va devoir l'admettre, sinon le sujet de cette vidéo n'aurait strictement aucun sens. Ok, on revient sur notre dilemme initial, en étant parfaitement rationnel, que le libre arbitre existe ou non. Qu'a-t-on à gagner à ne pas prendre de soma? À refuser encore une fois cette vie de plaisir qui nous tend les bras. Ça serait irrationnel de refuser ça, non? Le philosophe Kant définissait la rationalité comme une propriété propre à l'être humain. Ce qui me semble être pour le moins contestable, dans le sens où bizarrement ce qu'on appelle l'humanité est pour moi l'antipode de la rationalité. Ok, je m'explique. Prenons le dilemme du tramway, t'en as sûrement déjà entendu parler, et si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas, tu vas tout comprendre. Ok, t'as un tramway complètement hors de contrôle qui se dirige vers 5 personnes attachées au rail. Et toi, il se trouve que comme par hasard, tu te situes juste au niveau d'un levier qui ferait changer de direction le train qui écraserait alors seulement une seule personne attachée sur une autre voie. Alors, si tu étais dans cette situation, qu'est-ce que tu ferais? Si l'on suit la rationalité de ce gros œil de Kant, qui selon lui consiste à agir selon des lois universelles, genre tuer c'est mal parce que si tout le monde tue, c'est le chaos. Oui bon, je caricature un petit peu, mais en vrai c'est l'idée. Donc si l'on suit Kant, tu ne devrais pas toucher à ce levier car tuer est toujours immoral indépendamment des conséquences de l'acte. Or, en actionnant ce levier, même si tu sauves 5 personnes, tu en condamnes une et selon Kant, ce n'est pas acceptable. Mais attends, mais est-ce que c'est vraiment ça la rationalité? Je veux dire, si on réfléchit en principe premier, on a le choix entre la mort d'une personne et la mort de 5 personnes. La rationalité, c'est quand même de choisir la mort d'une personne, non? Attends, mais qu'est-ce qu'on appelle être rationnel en fait? Bon, selon le Larousse, la rationalité c'est une manière de penser fondée sur la raison et la logique. Bon, peut-être que je suis le seul dans mon délire, mais j'ai tendance à penser que suivre la raison et la logique, c'est sauver 5 personnes et non une seule. Et d'ailleurs, il se trouve que c'est ce que la majorité des gens répondent. 89% des interrogés disent activer le levier s'ils se retrouvaient dans cette situation. Et donc statistiquement, il y a de fortes chances que toi aussi tu aies répondu ça. Mais attends, ne bouge pas, j'ai un autre dilemme à te proposer. Cette fois-ci, tu es sur un pont au-dessus des rails du tramway et comme tout à l'heure, le tramway fou est sur le point d'écraser 5 personnes. Mais cette fois-ci, tu n'as pas de levier à portée de main. La seule chose qui pourrait arrêter le tramway fait 180 kg et s'appelle Bob. Si tu veux sauver les 5 personnes attachées au rail, tu vas devoir pousser ce cher Bob du haut du pont pour qu'il tombe sur les rails et bloque le tramway avec son corps volumineux, ce qui lui coûtera évidemment la vie. Alors ouais, je sais, il est plus difficile ce dilemme, mais dis-moi en commentaire ce que tu ferais dans cette situation. Alors que les personnes interrogées étaient 89% à tirer sur le levier et sont seulement 11% à juger moral l'idée de pousser Bob du haut du pont. Il est donc statistiquement très probable que toi aussi tu aies changé d'avis à l'idée de tuer ce pauvre Bob de tes propres mains. Alors que je te rappelle quand même que dans le monde, t'as 3,65 millions d'enfants qui meurent de malnutrition tous les ans. Non, plus sérieusement, si on reste purement et simplement rationnel et qu'on se base sur la conséquence de nos actes, dans la première comme la deuxième version du dilemme, les conséquences sont les mêmes, on sacrifie une personne pour en sauver 5. Pourtant, l'immense majorité des êtres humains trouvent moral de le faire quand il s'agit simplement de tirer sur un levier, mais quand il faut se salir les mains, les statistiques sont totalement inversées. Là où l'intelligence artificielle qu'on aurait programmée pour être parfaitement rationnelle verrait absolument aucune différence entre les deux situations, nous les humains avons des affects qui brouillent nos jugements et nous empêchent d'être parfaitement rationnels. Nous ne pensons pas uniquement par le prisme de la conséquence de nos actes, mais également avec des considérations éthiques qui ne sont pas toujours cohérentes. Mais pourquoi est-ce que ça serait plus moral de tirer simplement sur un levier plutôt que de pousser Bob du haut du pont? Dans tous les cas, la conséquence est la même, notre action aura causé la mort d'une personne pour en sauver 5 autres. Cependant, il existe bien des personnes qui s'opposent à cette irrationalité de l'être humain, comme par exemple le philosophe John Stuart Mill. Ouais, le même qui disait qu'il valait mieux être un homme insatisfait qu'un porc satisfait. Donc il est peut-être pas si rationnel que ça d'ailleurs, mais on y reviendra. Mill, lui, il fait partie de ceux qu'on appelle les utilitaristes. Alors eux, pour le coup, leur manière de penser est dans un sens très rationnel. Pour eux, il faut tout simplement minimiser le mal et maximiser le bonheur du plus grand nombre possible. Et cela indépendamment de la manière. Alors pour eux, actionner le levier tout comme pousser Bob du haut du pont est totalement justifié car 5 vies vaudront toujours plus qu'une seule.
Et peut-être que toi aussi tu te penses rationnel et donc utilitariste car t'as voulu pousser ce pauvre Bob du haut du pont. Mais attends un peu parce qu'on va pousser l'expérience de pensée encore un petit peu plus loin et tu vas voir qu'il est extrêmement difficile de rester utilitariste en toute situation. Ok, cette fois-ci t'es chirurgien et tu reçois 4 patients tous victimes d'une fusillade. Leurs organes internes sont gravement touchés. L'un au cœur, l'autre a les 2 poumons perforés, un autre encore a le foie transpercé tandis que le dernier se vide de son sang et a absolument besoin d'une perfusion de toute urgence. Et il se trouve que ton hôpital est, disons, en plein milieu du désert et tu n'as pas d'organes artificiels à portée de main. Pour couronner tout, ton téléphone n'a plus de batterie, tu ne peux donc pas demander de l'aide, alors tes 4 patients semblent condamnés. Sauf que ce que je ne t'ai pas dit, c'est que l'hôpital compte à vrai dire un 5e patient, et pour être plus précis, je dirais même une 5e patiente. Cette patiente, elle s'appelle Holly, elle vient de fêter son 10e anniversaire et elle vient surtout de remporter son combat contre le cancer. Le mois dernier, tu l'as opérée avec succès en retirant sa tumeur cérébrale. Holly est actuellement en fin de convalescence et demain, elle va pouvoir enfin rentrer chez elle pour reprendre une vie normale. Ce matin même, elle t'a confié avoir particulièrement hâte de retrouver ses amis et aussi son chien, Kalino. Kalino que tu connais très bien d'ailleurs car pour te remercier de l'avoir sauvé, elle t'a offert un super dessin le représentant avec une fidélité remarquable. Tu remarques alors totalement par hasard sur son dossier médical que son groupe sanguin et ses organes sont miraculeusement compatibles avec tes 4 nouveaux patients entre la vie et la mort. Et je te rappelle qu'ils vont tous mourir d'une manière différente. Alors il te suffirait d'endormir Holly en prétextant une vérification bénigne, puis lui ouvrir le ventre, lui prendre tous ses organes ainsi que 2 ou 3 litres de sang. Et voilà le travail, t'as sauvé 4 personnes au prix d'une seule et unique vie. Bon, on est d'accord qu'à moins d'être un psychopathe fan d'Astérion, personne n'irait jusqu'à faire ça, utilitariste ou non d'ailleurs. Enfin, j'espère. Même si les conséquences c'est 4 vies sauvées contre une seule de sacrifier et que c'est la même chose que pour le tout premier dilemme du tramway, à nos yeux à nous, êtres humains normalement constitués, il y a une énorme différence car on fait une distinction extrêmement importante entre tuer et laisser mourir. Même si d'un point de vue purement rationnel et conséquentialiste, c'est exactement la même chose. Mais est-ce que cette irrationalité, cette incohérence morale qu'éprouve parfois et même assez souvent l'être humain, ça ne serait pas finalement ce qui fait sa beauté? Revenons une toute dernière fois au soma qu'on avait lâchement abandonné. Je sais pas pour toi, mais quand bien même je suis au courant que le libre arbitre c'est sûrement en tout cas en grande partie une illusion, qu'on est très certainement déterminé par la biochimie de notre cerveau ainsi que notre environnement, ou encore que ce qu'on appelle la recherche du bonheur, c'est peut-être, comme le dit Schopenhauer, juste un pendule qui oscille entre la souffrance de ne pas avoir quelque chose et l'ennui de l'avoir enfin obtenu. J'ai beau être conscient que j'aurais beau devenir millionnaire, avoir la voiture de mes rêves, la maison de mes rêves, la femme de mes rêves, même un double décimètre, au final ça sera pas si différent dans ma tête parce qu'encore une fois le cerveau ça s'habitue à tout. Et finalement tant que ça va dans ma tête, que ma santé mentale est stable, si on lise sur le long terme, mon niveau de bonheur sera plus ou moins toujours le même. Mais tu vois, j'ai beau comprendre tout ça, savoir que la vie c'est absurde, qu'il n'y a pas de but et qu'il y aura nécessairement des moments de souffrance, de tristesse, de douleur parfois si fortes que sur le moment je penserais sûrement que je ne m'en relèverai jamais. Je sais tout ça, mais je sais aussi que de la même manière qu'après avoir écouté de la musique triste, notre cerveau libère de la dopamine par effet de contraste, qu'après avoir pris une douche froide, je me sens puissant et capable de soulever des montagnes, qu'après avoir travaillé pendant des heures pour écrire, tourner et monter cette vidéo, je me sens satisfait. Et bah de la même manière que tout cela, le malheur devra toujours laisser sa place au bonheur. Et inversement, car l'un ne fonctionne pas sans l'autre, tout comme l'amour ne fonctionne pas sans haine. Ce sont les deux faces d'une même pièce qui tournent perpétuellement dans les airs sans jamais se poser. Et essayer de vouloir l'arrêter au moment où elle est du côté qui nous arrange le plus, c'est un peu comme essayer d'inspirer continuellement sans jamais expirer. Au bout d'un moment, ça craque. Mais attends, mais qu'est-ce que je disais déjà, moi? Ah oui, la vie c'est absurde, voilà, c'était ça mon propos. On est probablement des êtres déterminés atomiquement, sans vraiment de libre arbitre, destinés à mourir après avoir vécu une vie globalement insignifiante dans l'immensité de l'univers. Mais en fait, tout ça, bah je m'en fous. La rationalité, elle me pousserait probablement à accepter de prendre ce soma. Car quitte à vivre une vie absurde et vide de sens, autant qu'elle soit la plus plaisante et j'ai même envie de te dire la moins douloureuse possible. Mais en fait, même si c'est irrationnel, j'ai pas envie de rentrer dans ce nihilisme black pill. Ce pessimisme existentiel qui me donne juste envie de me rallonger dans mon lit et de me rendormir. Car pourquoi se fatiguer à se lever et aller travailler dans un monde absurde sans aucune finalité? Non, tu vois, j'ai pas envie de penser comme ça. Tout simplement parce que, déjà, on est absolument sûr de rien sur le déterminisme, l'absence de libre arbitre, etc. Je pense qu'il faut rester extrêmement ouvert d'esprit sur ces sujets-là. Il y a des théories assez marrantes d'ailleurs, comme le solipsisme par exemple, qui stipule que seule ta conscience, enfin je veux dire seule ma conscience existe bel et bien. Et que tout ce que j'entends, tout ce que je vois, tout ce que je respire, c'est une projection de mon propre esprit. Et ça d'ailleurs, c'est un petit peu un running gag avec mes potes, genre tout d'un coup, sans contexte, t'as quelqu'un qui va dire « Eh mec, t'es vachement intéressant en fait pour un personnage secondaire, j'ai bien fait de te créer, lol ».
Je sais pas si toi aussi tu fais ça avec tes potes ou si on est les seuls fous du bus à faire ça, mais ouais, c'est là que tu commences à comprendre que je suis fou. Bon, sinon, en dérivé de ça, t'as aussi la théorie du RPG cosmique. Cette théorie, elle stipulerait qu'on est dans une simulation individuelle conçue spécialement pour nous, que les autres sont seulement des intelligences artificielles hyper avancées qui nous guideraient dans la quête qui a été écrite pour nous. Bon, un peu comme dans un jeu vidéo, quoi. Mais si cette théorie est vraie, j'aimerais quand même bien savoir pourquoi est-ce que le scénario de ma game de Life Simulation s'est gueulé sur un téléphone pendant 4 heures. Mes parents me prennent clairement pour un fou. Bon, sinon, t'as aussi des théories qui stipulent qu'à chaque fois que tu meurs, t'as une réalité parallèle qui se crée. Et dans cette nouvelle réalité parallèle, tu ne meurs pas et donc à force de créer des réalités en boucle, il existerait une réalité où tu meurs jamais et c'est peut-être celle que tu es en train de vivre actuellement. Bon, enfin bref, là je me perds un petit peu et c'est pas vraiment le sujet. En fait, la conclusion de cette vidéo, c'est que, même si tout ça c'est un peu marrant d'en parler, la vérité, c'est qu'en fait, j'en ai absolument rien à foutre. Que je sois le personnage principal, un paquet d'atomes au destin déterminé ou qu'on vive tous dans une simulation, en fait, tout ça, j'ai envie de te dire que ça m'est complètement égal. Car ça n'aura aucune conséquence sur ma vie. Et même si le libre arbitre c'est une illusion, c'est surtout une illusion qui marche très bien. Et je te jure que moi, tu me mets dans Matrix, je prends la pilule bleue sans réfléchir. En fait, j'en ai rien à foutre de connaître la vérité du monde, surtout si elle me déplaît d'ailleurs. Ok, c'est marrant d'en parler, j'adore en parler avec mes potes à 4 heures du sba, mais ça changera pas profondément ma vie. Ok, ce que je m'apprête à te dire là pour conclure la vidéo, tu vas voir que c'est pas du tout rationnel. Mais si tu veux, mon vécu, mes expériences, mes souvenirs, tout ça, ça m'a forgé une identité que j'ai dû apprendre à aimer et que j'ai appris à aimer. Car même si je suis certainement pas le plus heureux des hommes, qu'il y a 1 million de trucs que j'aimerais changer chez moi, sur ma situation, sur le monde en général, malgré ça, je pense que si tu me proposais de prendre la place de n'importe qui ou même de créer mon monde parfait, tu vois, je pense vraiment sincèrement que je refuserais. Car j'ai appris à aimer le monde pour ce qu'il est. Car c'est grâce à son lot d'imperfections qu'on peut apprécier sa splendeur à sa juste valeur. Si nous étions au paradis, comment pourrions-nous apprécier la beauté alors même qu'elle est devenue une normalité? Mais si je fais tant l'éloge de l'irrationalité, c'est parce que finalement c'est quelque chose que j'ai appris à chérir et que je chéris de plus en plus car c'est elle qui nous rend et qui te rend tout simplement humain.